Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous et bienvenue sur Storia Voce, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et aux fans de la première heure que je remercie chaleureusement pour leur fidélité. Je vous rappelle que nous travaillons maintenant avec le magazine Histoire et Civilisation et je vous invite vivement à acheter ou même mieux à vous abonner à ce magazine d'histoire de très haute qualité. Et puis c'est aussi et surtout une manière de soutenir notre travail qui ne peut continuer sans votre soutien. Lorsque l'on parle de la colonisation au XXe siècle, on évoque le territoire, le syncrétisme culturel, les revendications nationalistes, bien sûr, l'économie, parfois, l'idéologie et le projet de colonisation. Mais c'est vrai qu'on s'attarde un peu moins sur la réalité des relations entre l'État colonisateur et l'État colonisé. Ces relations sont d'ailleurs différentes en fonction des traités qui lient les deux pays. Et nous allons parler aujourd'hui de deux anciens protectorats français, celui du Maroc et celui de la Tunisie. L'historien militant anticolonial Charles-André Julien, qui a écrit sur l'Afrique du Nord, voyait la monarchie du Maroc s'enliser dans une douce somnolence. C'est une expression qui a d'ailleurs déjà été utilisée auparavant par Lyautey. Et il dit que donc cette monarchie, personne, je cite, n'eut l'indiscrétion de la réveiller. Antoine Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc historien, chargé de recherche au CNRS et affecté donc pour la rentrée, pour septembre, au centre Jacques Berck à Rabat. Félicitations. Merci. Vous êtes contemporanéiste, spécialiste de l'histoire du Maghreb, de l'histoire de l'État, mais aussi des pratiques juridiques. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre que vous venez de publier, qui a pour titre « Monarchie du Maghreb, l'État au Maroc et en Tunisie sous protectorat, 1880-1956 ». Ce livre est issu de votre thèse de doctorat que vous avez soutenue en 2019, si je ne dis pas de bêtises, et il vient de paraître aux éditions de l'EHESS. Alors une première question, un peu bateau me direz-vous, est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit, tout écrit sur la colonisation ? Alors on n'a jamais tout dit sur un sujet historique, pas plus que la colonisation, que la résistance en France ou la Première Guerre mondiale. Et s'agissant de la colonisation, il est vrai que la France s'est démarquée depuis au moins les indépendances en fait, vous avez cité Charles-André Julien, par une historiographie très riche qui s'est attachée au fait colonial, en particulier en Afrique du Nord. Mais, et vos auditeurs à mon avis le savent bien, c'est surtout l'Algérie qui a bénéficié de la plupart des efforts des historiens, tandis que le Maroc et la Tunisie, même si les travaux ne sont pas inexistants, étaient tout de même beaucoup moins étudiés que le voisin algérien. C'est pourquoi il me semblait que d'abord ces deux pays méritaient une nouvelle enquête et en plus sous l'angle sous lequel j'ai voulu placer mes recherches, c'est-à-dire celle de l'interaction entre l'État colonial et les monarchies marocaines et tunisiennes maintenues sous la colonisation. Alors, quand on fait un travail d'histoire et quand on veut renouveler un petit peu l'historiographie, il y a deux solutions pour se renouveler. Ou on prend un nouvel angle, ou on utilise de sources qui n'ont jamais été exploitées. Vous, qu'est-ce que vous proposez dans ce livre ? Eh bien, les deux, dans la mesure où, d'abord, il y avait une sorte d'oubli historiographique, qui est donc un angle nouveau, celui de s'intéresser aux États protégés, vous l'avez dit, c'est-à-dire à deux monarchies, dont je vais détailler peut-être plus tard les caractéristiques propres, qui, par choix de la France, ont été maintenues au moment de la rupture coloniale. Ces deux monarchies, jusqu'à présent, avaient été considérées par les historiens comme purement décoratives, dépourvues du moindre pouvoir sous la colonisation, et donc laissées dans un oubli légitime pour s'intéresser à ce qui aurait été le centre de l'État, c'est-à-dire le centre du pouvoir, c'est-à-dire l'État colonial. Ça, c'est d'abord le premier angle, s'intéresser à ces institutions, à ces acteurs marocains et tunisiens qui ont conservé des charges officielles sous la colonisation, dont le récit jusqu'à présent s'est beaucoup organisé, si on devait le simplifier, entre d'un côté les administrateurs français coloniaux et de l'autre les forces de résistance au sein de la société locale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, celle des sources, est nécessairement une conséquence de la première, puisque pour étudier au mieux ces monarchies, il fallait revenir à leurs sources, et ces sources ont la particularité d'être pour l'essentiel écrites en langue arabe, prolongeant ainsi des procédés administratifs, de création d'archives, de correspondances, de notes, de lois, qui étaient déjà pratiquées dans ces anciens États avant même la venue de la colonisation. Et la maîtrise des sources de langue arabe
est restée longtemps discrète, disons, dans l'historiographie du Maghreb. Elle s'est renouvelée récemment autour de travaux sur la Tunisie, avec les travaux de Mohamed Oueldi, mon directeur de thèse d'ailleurs, de collègues aussi qui ont travaillé sur l'Algérie, Charlotte Correille, Augustin Jomier, qui ont en quelque sorte pris en compte ce grand tournant historiographique beaucoup plus général qui est celui de ce que Romain Bertrand appelait l'histoire à parts égales et qui consistait, pour étudier une situation de rencontre et a fortiori une situation coloniale, de prendre en compte aussi les archives qui avaient été produites par les acteurs colonisés dans leur langue. Alors, concrètement, où est-ce qu'elles se trouvent, ces sources arabes? Et vous, est-ce que vous parlez arabe? Comment est-ce que vous les avez étudiées? Comment est-ce que vous les avez analysées? Alors, je suis arabisant, je fréquente le Maroc depuis assez longtemps, puisque lors de mes études, tandis que certains faisaient un Erasmus en Espagne, en Grande-Bretagne ou ailleurs, je suis allé 1 an à Rabat pour ma plus grande joie, où j'ai commencé à apprendre l'arabe, que j'ai continué depuis, notamment à Sciences Po, mais aussi dans d'autres circonstances. Donc on parle ici d'un arabe dit médian, littéral, fosha, opposé aux formes de parler maghrébin, dont le parler marocain et tunisien, qui sont 2 formes de dialectes, on pourrait dire, différents. Et cette langue de l'administration est donc une langue écrite, souvent sous forme manuscrite, c'est-à-dire que la forme imprimée n'apparaît en vérité qu'à partir des années 1920-1930 et encore de manière timide. Donc il faut aussi se familiariser avec des aspects paléographiques qui sont importants, et là, seule la pratique et puis l'enseignement, disons, de quelques maîtres choisis suffit pour cela. Et il faut aussi reconstituer des corpus. Évidemment, vos auditeurs ne doivent pas s'imaginer qu'il y aurait d'un côté les archives françaises qui seraient majoritairement conservées dans les fonds présents sur notre territoire, en l'espèce d'ailleurs les fonds du ministère des Affaires étrangères, à La Courneuve et surtout à Nantes, où il y a le centre des archives diplomatiques de Nantes. Et puis d'un côté, là-bas, au Maroc et en Tunisie, les archives en langue arabe. En fait, les sources en français et en arabe sont sans cesse mêlées dans les mêmes fonds d'archives, qui se distribuent selon des logiques de partage à l'indépendance, qui épousent des logiques, disons, parfois de précaution de la part de la puissance coloniale qui a voulu prendre avec elle certaines archives de souveraineté, et parfois aussi par du hasard. Donc, ces sources sont fondamentalement dispersées, elles le sont aussi dans les centres d'archives nationales, à Tunis principalement, aussi à Rabat, aussi dans les archives privées, dont j'ai donné quelques exemples dans ce livre. Et contrairement à ce qu'on dit parfois, elles sont nombreuses, elles sont intéressantes, elles ne sont pas toutes traduites in extenso ou bien traduites, et le regard que l'historien peut porter sur elles, l'historien arabisant, change tout à fait notre façon de concevoir le récit colonial dans ces 2 pays. Qu'est-ce qu'un protectorat, Antoine Perrier ? Eh bien, c'est une excellente question par laquelle il faut de toute façon commencer cette conversation. Le protectorat, c'est une forme de colonisation particulière qui s'oppose notamment au Maghreb de manière presque chimiquement pure à la colonisation algérienne. Tandis que l'Algérie est départementalisée, conquise à partir de 1830, départementalisée en 1848, elle devient une part, au moins juridiquement, au moins sur un plan théorique, du territoire national. Les 3 départements algériens ont le même statut que 3 départements présents dans la métropole. En Tunisie, puis au Maroc, l'État français a décidé de maintenir 2 anciens États, donc 2 souverainetés qui préexistaient dans ces 2 territoires. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Le protectorat est d'abord un traité diplomatique conclu entre 2 puissances censées être souveraines. En Tunisie, cela commence en 1881 avec le traité du Bardo, qui est complété ensuite par la convention de la Marsa en 1883, et qui dispose d'un certain nombre de points qui seront repris ensuite par le protectorat marocain en 1912, autour d'une idée qui peut paraître contradictoire sur un plan juridique, qui est celui d'une souveraineté devenue sécable, c'est-à-dire qu'on peut découper en morceaux. Là où, dans la pure théorie du droit, une souveraineté, par définition, est unique et suprême. Alors pourquoi elle est découpée en morceaux ? Parce que la souveraineté qu'on dit extérieure, notamment la représentation diplomatique, la défense du territoire, est confiée par les traités à la France. Donc la France a en charge le maintien de l'ordre, l'armée et la représentation diplomatique de ces 2 États, qui n'ont donc plus d'ambassadeurs ou de consuls à travers le monde, ça c'est la première chose. Et il y a une souveraineté interne, cette capacité à légiférer et à administrer les affaires du pays, qui est en théorie maintenue par les 2 souverains, donc le Bey de Tunis, qui est à la tête d'une province de l'Empire ottoman, qui avait conquis une certaine autonomie depuis le début du XVIIIe siècle, depuis la fondation d'une dynastie héréditaire par Hussein Ben Ali, ce qui explique qu'on parle de dynastie husseynite, et au Maroc, par un sultan qui règne sur un empire chérifien qui est lui indépendant depuis la fondation, disons, du royaume par le roi Idriss au 7e siècle. Ces deux souverains monarchiques donc, gardent en principe la conduite de leurs affaires intérieures, mais il y a une clause qui est ajoutée par les traités et qui est extrêmement importante, c'est que
si le sultan et le bey continuent à être la seule source de la loi, c'est-à-dire qu'il existe un droit marocain ou un droit tunisien complètement autonome du droit français, eh bien, tous ces actes législatifs et réglementaires doivent être contresignés pour être valides par le résident général, c'est-à-dire par le plus haut représentant de la puissance française au Maroc et en Tunisie. Si bien que beaucoup d'historiens ont vu dans ces procédés une simple pièce de théâtre et ont vu que la souveraineté avait été complètement dépossédée des mains de ces deux souverains, ce que je discute un petit peu dans ce livre. Mais on voit donc qu'il y a une structure profondément juridique, une sorte de fiction de souveraineté qui est au cœur du protectorat et qui explique cette forme de colonisation qui a été choisie au départ parce qu'elle était pour les Français moins coûteuse et surtout risquait de comporter moins de risques d'une guerre civile telle qu'il avait pu la connaître en Algérie. Au sujet de ces deux protectorats, vous citez, je crois en introduction, à la fois Cambon et Lyautey, qui donnent chacun leur vision du protectorat. Donc pour Paul Cambon, en Tunisie, c'est un État aux ordres de la France, et pour Lyautey, au Maroc, ce dernier souligne la liberté des anciennes institutions sous le simple contrôle de la France. Alors qu'en est-il dans la réalité ? Tout à fait. Alors ces deux citations sont assez exemplaires à la fois d'une théorie mais aussi d'un récit qui a été laissé aux historiens par les deux concepteurs, disons, Cambon en Tunisie, Lyautey au Maroc, de cette forme de protectorat. Car ce que je montre, je crois, dans le livre, c'est bien que le protectorat n'est pas une formule a priori, mais qu'il s'est inventé par la pratique. Il y a une forme de pragmatisme des acteurs qui fait que les solutions étaient inventées au gré des besoins. Ce que veut dire Cambon par là, c'est qu'en maintenant le bey de Tunis, il s'agit simplement de maintenir une apparence pour, entre autres raisons, calmer le dessein des autres autorités, des autres puissances européennes comme l'Italie ou la Grande-Bretagne qui avaient des vues sur la Tunisie, donc en les rassurant en quelque sorte, mais aussi pour éviter, comme je le disais, des coûts trop importants d'administration, mais avec cette idée à l'époque que la Tunisie, au début des années 1880, va peut-être basculer à terme, comme l'Algérie, dans un régime d'annexion. Ça, c'est un peu l'idée qui préside au protectorat tunisien, qui met néanmoins en place toutes les solutions juridiques qui seront ensuite reprises par Lyautey. Et Lyautey, qui est connu et est resté dans la mémoire collective, d'ailleurs aussi bien au Maghreb qu'en France, comme le grand concepteur, le grand théoricien de la forme même de protectorat, va en effet ajouter quelque chose qui, je crois, tient moins à l'esprit même des institutions qu'à une forme de communication autour de celle-ci. C'est-à-dire qu'il reprend les formules juridiques que je vous ai précisées dans l'instant, mais il n'innove pas sur ce plan-là. Il va ajouter, disons, quelques clauses dans les traités, en précisant, par exemple, que le rôle spirituel du souverain marocain, le sultan, doit être maintenu. Le sultan est commandeur des croyants, il est Amir al-Mu'minin, qui est un titre dont ne dispose pas le bey. Il y a aussi les fondations pieuses, dont on reparlera peut-être, les habous, ou les waqf, comme on les appelle en arabe, qui, elles, sont préservées explicitement par le traité de Fès. Mais dans le fond, c'est surtout une sorte de campagne d'image que Lyautey va mettre en place à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va donner à voir à la fois aux Marocains et aux Français que, pour ainsi dire, le Maroc est une grande monarchie, est un grand pays, est un État ancien, structuré, qui mérite d'être respecté. Et donc il va mettre en avant, parce qu'il le croit aussi inoffensif, le rôle spirituel du souverain marocain à l'occasion de diverses cérémonies et afficher des marques de respect ostensibles, par exemple pour la religion musulmane. C'est de l'époque du protectorat, les Marocains le savent bien, qu'il est interdit pour un Européen de rentrer dans une mosquée. Là où dans la plupart des autres pays musulmans, on a le droit de visiter les mosquées, comme on visite en quelque sorte les églises en France, au Maroc, du fait même de ces respects apparents, on ne franchit pas cette limite et on respecte en quelque sorte le haram, le lieu sacré, qui est à la fois la mosquée mais aussi la cour en fait du souverain. Donc cette nuance de style en fait se marque profondément par le talent de Lyautey à mettre en avant en quelque sorte l'indépendance de l'État marocain et les respects qui lui sont dus, ce qu'on a appelé une politique des égards, qui était aussi une façon pour Lyautey de se maintenir une certaine autonomie et une certaine indépendance au sein de l'empire colonial. Lorsqu'on vous écoute et lorsque vous racontez Lyautey, on a finalement l'impression que les Français qui étaient au Maroc et en Tunisie ont quand même essayé de composer avec le réel et l'État français n'était pas totalement déconnecté de la réalité. Donc est-ce qu'on peut dire que les protectorats ont vraiment pris en compte le particularisme du Maroc et de la Tunisie, où ils ont vraiment agi, ils ont vraiment colonisé de la même manière ? Non, ils se sont adaptés effectivement aux circonstances qui sont, disons, de divers ordres, et on pourrait rentrer effectivement dans plusieurs types de détails, mais on va peut-être se contenter, disons, d'un niveau d'analyse qui n'est pas le seul dans le livre, qui est celui, par exemple, du gouvernement, des souverains et de leurs ministres. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que dans les deux cas,
le personnel de l'État n'a pas été profondément renouvelé par les Français. Ils avaient besoin de se maintenir sur d'anciennes élites qui ont perpétué leur pouvoir par la collaboration avec les Français. Donc de ce point de vue-là, ils étaient obligés de composer avec des élites. J'en donne un exemple avec Lyautey et le grand vizir Mohammed el-Mokri, qui restera le grand vizir de tout le protectorat, alors qu'il sera centenaire dans les années 1950. Un Mokri qu'il n'appréciait pas particulièrement et dont il avait voulu se débarrasser. Mais comme dans d'autres circonstances politiques, il arrive qu'il faille se contenter des premiers ministres qui sont à notre disposition. Ça, c'est une première chose. Disons une chose générale, que les historiens de la colonisation connaissent bien, dans le fond. Il n'y a pas de dimension démiurgique d'un pays colonial qui est obligé de composer avec les forces sociales qu'il rencontre. Après, il y a effectivement des différences qui ont été prises en compte entre la Tunisie et le Maroc, alors qui tiennent par exemple effectivement à une forme de gouvernement différente dans les deux pays. J'ai dit tout à l'heure que la Tunisie était une province ottomane, ça veut dire qu'au XIXe siècle, elle avait bénéficié de cet grand effort qui a été entrepris dans tout l'Empire ottoman de réorganisation, de réforme, ce qu'on appelle les tanzimat en arabe, donc la réorganisation, inaugurée dans la régence de Tunis par le premier ministre Khaireddine dans les années 1860, et qui là vont donner à l'État une armature, disons, beaucoup plus centralisée, rationalisée, en grande partie inspirée sur le modèle européen, mais pas seulement. Par exemple, qui vont doter la Tunisie d'archives nationales, ce qui va donner aux Français une forme de lisibilité de la jurisprudence, de la loi, des administrations, des archives, qui vont lui permettre de pratiquer un tri beaucoup plus clair qu'au Maroc. Au Maroc, il y a toujours une certaine opacité des gouvernements, beaucoup plus décentralisée, avec une loi qui existe mais qui est dispersée. Et donc, pour donner que cet exemple, dans le journal officiel tunisien, parce que je vous ai dit que le droit était maintenu dans son autonomie, le journal officiel tunisien, eh bien, il y a une série de décrets de l'ancienne régence, donc de la période précoloniale, qui sont maintenus, parfois amendés, mais globalement maintenus, pas tous, tandis qu'au Maroc, eh bien, la naissance du journal officiel en 1912 donne l'impression que le droit marocain naît purement et simplement à ce moment-là. Donc disons qu'il y a de plus fortes continuités entre les pratiques de l'État en Tunisie plutôt qu'au Maroc, non pas parce que l'État marocain est immobile, bien au contraire, au XIXe siècle, mais les formes qu'il a prises dans ces modifications étaient moins lisibles pour les Français qu'en Tunisie. Est-ce qu'on peut dire, du moins pour la Tunisie, qu'il y a une cohabitation de deux États ? Oui, on peut le dire pour les deux pays en vérité. Une forte cohabitation, et là je crois que c'est un des points forts du livre. Un des points forts, je veux dire, une des idées qu'il voudrait défendre et qui diffère un petit peu, je crois, de la façon dont on écrivait le récit de ces deux protectorats. Quand on observe la sociologie de l'État, les pratiques administratives, la vie des services publics, toutes choses que les sociologues ont l'habitude de faire, les historiens un petit peu moins en contexte colonial, ce qu'on observe, c'est que les principaux interlocuteurs des Marocains, des Marocaines, des Tunisiens et des Tunisiennes, donc des sujets ordinaires, disons, des deux souverains, eh bien ce sont des pachas, des caïds, des cadis, des moukhesni, des petits policiers, des assas, des surveillants, qui sont tous de la même nationalité qu'eux. Les fonctions d'interface principale de l'État, que ce soit en matière de maintien de l'ordre, mais aussi d'aide aux nécessiteux, de fonctions économiques, de délivrance de certains papiers, ce sont d'abord les monarchies marocaines et tunisiennes. Et les autorités qui connaissent, par leur nom et par les endroits où ils habitent, les Marocains et les Tunisiens, ce ne sont jamais, ou presque, les officiers français, ce sont toujours ces intermédiaires, ces auxiliaires. Évidemment, cette situation existe dans d'autres contextes coloniaux. Mais ici, elle s'inscrit dans un État autonome qui, je le crois le montrer dans le livre, a maintenu des procédés d'organisation, des valeurs aussi de fonctionnement dans la fonction publique, qui sont héritées du XIXe siècle et sur lesquelles les Français n'ont pas beaucoup de prise. En fait, il y a une forme d'autonomie de l'État colonial, de l'État colonisé, certes limitée. Sur certains points, notamment la gestion des finances publiques ou le maintien de l'ordre, les Français sont intraitables et tiennent ici ces deux aspects importants du gouvernement d'un pays, mais sur tout le reste, les affaires religieuses, je vous le disais, les services publics, bref, tout ce qui est une sorte de niveau infrarégalien, si on peut dire, eh bien là, ce sont ces deux États qui continuent à administrer les deux pays. Et donc, il y a sans cesse une forme de cohabitation entre les deux pays, deux formes d'État dans ces deux pays, des formes de frottement qui sont de plus en plus vives à partir des années 30, c'est la dynamique qui s'esquisse sous le protectorat, mais il y a bien une cohabitation. Il n'y a pas un État fantoche et un État réel. Les États marocains et tunisiens sont tout aussi, sinon peut-être davantage réels, que l'État colonial qui reste en surface. De toute façon, il est impossible de faire table rase du jour au lendemain
de l'État qui, en fait, de ce que vous dites, était assez puissant et voulait se moderniser. La France n'est pas arrivée dans un pays où il n'y avait rien, il n'y avait aucune structure, en fait. Tout à fait. De manière générale, les historiens le savent, pour d'autres situations révolutionnaires, la tabula rasa n'est guère possible, mais il faut quand même constater que, comparé à l'Algérie, où les structures de l'ancien État, alors certains diront que cet État délicat, l'État de la province ottomane d'Algérie avant 1830, était peut-être plus superficiel que les deux États marocains et tunisiens qui, dans le courant du 19e siècle, s'étaient beaucoup transformés. Mais tout de même, les Français ont abattu un certain nombre d'institutions qui ont été maintenues dans ces deux pays. Par exemple, les fondations pieuses. Alors peut-être un mot sur les fondations pieuses pour les auditeurs, parce que ça fait 2 fois que j'en parle. Donc, qu'on appelle Habous au Maroc essentiellement, Waqf ou Awqaf dans le reste du monde arabe. Ce sont des structures sociales extrêmement importantes qui ne peuvent pas être contournées, puisque ce sont en fait, je vais un peu vite, mais des biens de main morte, donc des biens immobilisés, une terre, un loyer, qui vont produire des revenus réguliers à la fin pour des causes d'utilité publique. Par exemple, les adductions en eau d'une ville, pour l'aide aux nécessiteux, pour l'entretien d'une mosquée, tout ce qu'on appellerait, nous, des services publics. Eh bien, ces fondations, qui sont en fait l'œuvre de croyants et entretenues par la communauté et par l'État, eh bien, ont été supprimées en Algérie. Même si ces financements ont parfois pu être maintenus pour les mêmes causes, à la fin, ce statut de la terre, central dans l'histoire du monde de l'islam, n'existait plus en Algérie. Là où il existait encore, et il était encore même puissant, au Maroc et en Tunisie. Donc il y a quand même une nuance forte qui existe, même si effectivement dans tous les pays colonisés il y a le rôle d'auxiliaire, il y a disons un monde social qui a été préservé de manière plus conséquente au Maroc et en Tunisie. Donc la religion a une véritable présence au Maroc et en Tunisie pendant tout le protectorat. Oui, alors comme les sociétés musulmanes sont par définition marquées par une sorte d'entrelacement fréquent à différents niveaux de la vie publique, disons, de la vie sociale, de la vie politique, et puis de la vie religieuse. C'est-à-dire que si on prend un seul exemple, ce qui ne veut pas dire qu'elles se confondent complètement, ce n'est pas ce que j'ai dit, comme on le pense parfois, mais vous avez par exemple des classes sociales importantes comme celle des oulémas, les ulama, donc les savants, qui sont formés dans ce qu'on appelle le ilm, c'est-à-dire un ensemble de savoirs utiles à la vie complète d'un croyant, donc à la fois les sciences religieuses, mais aussi toute forme de savoir profane aussi. Eh bien, ces savants sont à la fois en quelque sorte, non pas des clercs, mais des religieux, eh bien, vont s'investir à la fois dans des fonctions de prédication assez classiques, mais aussi dans des fonctions de juge, d'enseignant. Donc, il y a une forme d'interpénétration entre ces deux sphères, entre ces différentes sphères, entre le champ religieux, le champ politique, qui reste assez forte. Et peut-être qu'il l'est encore davantage qu'en Algérie, même si en Algérie aussi, ces oulémas vont maintenir une forte activité en dehors de l'État colonial, mais qui va s'incarner par exemple au Maroc dans la personne du sultan, et là il est vrai que Lyautey aura beaucoup œuvré pour mettre en avant cette double légitimité du sultan, et comme je le disais tout à l'heure, à la fois leader spirituel, puisqu'il se prétend commandeur des croyants, donc c'est-à-dire qu'il se dit chef de la communauté, c'était le titre qui a été porté par les successeurs du prophète, dont son rival pendant longtemps était le sultan de Constantinople, et en même temps le roi, celui qui dirige la communauté des hommes. Donc la vie du culte en quelque sorte n'a pas été brimée, pas davantage d'ailleurs en fait en Algérie dans le fond, mais elle a été au cœur de fortes institutions qui ont joué un rôle social très prononcé dans ces deux pays. Vous dites, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, que l'État colonial a importé ses propres fonctionnaires qui ont dû travailler donc main dans la main avec les fonctionnaires marocains et tunisiens. Concrètement, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y avait une égalité de traitement de faveur entre ces différents fonctionnaires ? Oui, là on est au cœur d'une des dynamiques de frottement que je décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour comprendre le protectorat, ce n'est pas uniquement la superposition de deux formes d'État, mais c'est aussi un frottement. Et le frottement, il vient de votre question en fait. C'est-à-dire que la France, pour administrer ses territoires, a eu besoin, notamment dans les secteurs stratégiques, c'est-à-dire donc les finances publiques, mais aussi les travaux publics, en fait, toutes les formes de direction qui étaient utiles à l'exploitation économique du pays, qui reste la boussole essentielle de la France dans ces deux régions, eh bien, a eu besoin d'un ensemble de fonctionnaires que la France jugeait qualifiés pour le faire, donc avec toutes les armes, disons, de la technique moderne. Et pour cela, elle a dû, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué juridiquement, mais elle a dû créer une sorte de cadre nouveau. Alors pourquoi un cadre nouveau ? Parce qu'on ne peut pas exporter uniquement des fonctionnaires français, comme on le fait aujourd'hui dans d'autres pays du monde, par exemple dans la diplomatie ou les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait mettre, puisqu'il s'agissait de prérogatives de souveraineté intérieure, mettre des fonctionnaires français juridiquement au service du bey et du sultan, puisqu'ils étaient nominalement au service de ces deux maîtres qui gardaient la main sur leurs finances publiques, par exemple. Eh bien, pour éviter évidemment de leur donner la même condition que les serviteurs marocains et tunisiens de ces deux sultans, il a fallu
créer des nouveaux cadres juridiques où il garderait non seulement toutes les garanties de la fonction publique métropolitaine, parce que sinon évidemment elle ne se rendrait pas très attractive, mais en plus, pour justement garantir cette attraction, ajouter un certain nombre de primes et d'avantages qui subsistent aujourd'hui dans la fonction publique ultramarine par exemple. Et ces avantages ont créé une situation de cohabitation dans l'inégalité. C'est-à-dire que d'un côté vous aviez des serviteurs marocains et tunisiens qui étaient encore tributaires d'un système hérité du 19e siècle avec des traitements fixés individuellement, avec, globalement, des formes de loi et de régulation, mais qui se faisaient à l'échelle individuelle. Alors que de l'autre côté, vous aviez des tableaux d'avancement, une norme beaucoup plus fixée, beaucoup plus claire et beaucoup plus universelle, en fait, beaucoup plus claire pour l'État central. Et celle-ci, en plus, était bien plus attirante sur un plan matériel, puisque, il y a plusieurs comptages dans la thèse, mais on pouvait estimer qu'en moyenne, un fonctionnaire français à niveau égal était payé entre 4 et 6 fois plus qu'un fonctionnaire autochtone. Donc, il y a eu ce frottement, c'est-à-dire que quand les fonctionnaires marocains et tunisiens, et notamment en Tunisie, grâce à des syndicats tunisiens formés précocement, se sont rendus compte d'une égalité de fonction ou équivalent de diplôme, et en même temps d'une différence de traitement, se sont placés sous cette bannière que tous les mouvements sociaux du XXe siècle et du XIXe siècle connaissent bien, à travail égal, salaire égal. Et donc, ce faisant, ils ont demandé une transformation de leur fonction publique sur le modèle métropolitain qui était ainsi, par le fait de cette discrimination, rendu plus attirant. Est-ce qu'on peut dire que les relations se sont donc de fait dégradées au fur et à mesure, au fil des années ? Oui, c'est d'ailleurs en fait une chronologie que connaissent assez bien tous les historiens de la colonisation. Puisque, pour simplifier un petit peu, mais c'est une dynamique qui est importante, on a, notamment au Maroc et en Tunisie, je pense, une première phase de promesses où le protectorat, donc à partir de 1880 en Tunisie, de 1912 au Maroc, jusque dans les années 30, peut-être même jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, représente pour un certain nombre d'élites marocaines et tunisiennes, pour certaines versées, disons, dans la connaissance de l'Europe et parfois admiratrices des sociétés européennes, avec des réserves, évidemment, comme la plupart des réformistes musulmans au XIXe siècle, leur héritage vient de là, eh bien, espèrent dans le protectorat un moyen d'accomplir enfin leur dessein réformateur. C'est-à-dire un moyen au sens le plus matériel, des moyens financiers, des moyens militaires, de ramener, disons, des pays marqués par de profondes crises au XIXe siècle à une forme de paix et donc appliquer ce que eux chérissaient depuis longtemps comme dessein, c'est-à-dire rationaliser l'organisation de l'État, centraliser son fonctionnement, améliorer le système de l'enseignement, développer les villes, bref, toute une série de mesures qui accompagnent la croissance économique et sociale des États modernes. Et donc dans cette fenêtre-là, jusque dans les années 20-30, certains ont collaboré en fait avec les Français en espérant, étant convaincus que le temps viendrait où on leur donnerait les moyens d'accomplir cette réforme. Et puis, ils ont vite compris que tous les efforts des Français consistaient à temporiser avec ces réformes qu'ils, eux, ne jugeaient pas indispensables, puisque la priorité des Français, c'était le développement économique du pays, pas la scolarisation des élèves, pas le développement de la langue arabe, pas non plus la restructuration des États, des administrations anciennes, et qu'à partir des années 30, donc la crise économique, mais plus encore pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a de fortes famines qui frappent tout le Maghreb, eh bien les élites se rendent compte d'une forme d'indifférence et en fait de malentendu entre les Français et ces élites des monarchies. Je ne parle pas ici en plus des mouvements nationalistes qui, à partir des années 20 ou années 30, ont dénoncé tout de suite dans le protectorat une forme d'oppression illégitime. Donc, il y a quand même une forme de relative paix possible, sinon paix au moins de base de dialogue dans les premières décennies du protectorat, qui deviennent rigoureusement impossibles après 1945, et avec ce grand paradoxe qui est valable pour toute l'Afrique, pour tout l'Empire colonial de manière générale, parce que c'est après 1945 que la France, comme d'autres puissances coloniales, met vraiment les moyens pour développer ces pays, tend la main mais accomplit en cela des gestes que les élites marocaines et tunisiennes attendaient depuis en fait 20 ou 30 ans. Alors c'est une idée un peu commune et c'est Joseph Lucioni, qui est donc fonctionnaire puis conseiller du roi au Maroc pendant le XXe siècle, qui dit que la France a introduit au Maroc et en Tunisie la notion de service public. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse ? Non, pas du tout. Joseph Lucioni, qui est donc un fonctionnaire assez atypique, il a servi donc cette administration des habous, des fondations pieuses dont je parlais tout à l'heure, avec une certaine constante et suffisamment, disons, de dévouement pour le pays pour que le roi du Maroc le garde à ses côtés après l'indépendance. Ça, c'est une personnalité intéressante. Ses archives sont conservées aux Archives nationales de la France d'Outre-mer à Aix-en-Provence. Mais, tout en étant atypique, il partage ici cette fonction
cette idée très commune en fait chez les administrateurs français que la France seule ou l'Europe seule, disons, est détentrice, a le monopole de la notion de service public et de fonction publique. Et que ce qui existait auparavant au Maroc et en Tunisie ne s'y rapprochait pas. En vérité, il existe dans les États musulmans, et pas seulement au XIXe siècle, dans toute l'histoire de l'islam, un ensemble de valeurs qui viennent pour la plupart du droit musulman, du fiqh, de la jurisprudence qui applique le corpus coranique autour de l'intérêt général. Par exemple, il y a la notion de maslaha, qui veut dire, qu'on traduit parfois par le bien commun. Il y a aussi, pour désigner le service lui-même, le mot khidma, qui revient plusieurs fois dans l'ouvrage. Cette idée de khidma est à la fois la description d'un état de fait, d'un état social, le fait de travailler pour un souverain, pour le bien commun. C'est aussi un idéal, comme maslaha d'ailleurs, comme le bien commun, une exigence en quelque sorte, avec un certain nombre de valeurs qu'il faut, de dévouement, d'honnêteté, de loyauté, d'intérêt du plus grand nombre qu'il s'agit de respecter. Et c'est aussi en fait un groupe social à part, qui sont les khuddam as-sultan, les serviteurs du sultan par exemple, et qui forment bien en fait des services publics avec leurs règles de fonctionnement et avec leur exigence et leur idéal en quelque sorte. Et ce d'autant plus à la fin du 19e siècle où les deux États, comme je vous le disais, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie, avaient vraiment rationalisé des corps de fonctionnaires, avaient de plus en plus perfectionné cette mise au service par certains hommes de leurs compétences bureaucratiques de plus en plus pointues pour des buts d'intérêt général. Donc non, non seulement le service public existait déjà au Maroc et en Tunisie, mais dans une large mesure, ces valeurs ont survécu sous le protectorat et se sont amalgamées à d'autres valeurs qu'elle a absorbées en quelque sorte du fait de la colonisation. De fait, ça veut quand même dire que le fonctionnement de la cour a changé, a évolué durant le protectorat. Oui, il y a un certain nombre d'inflexions majeures. D'abord, il y a un effort des Français de séparer de plus en plus clairement ce qui relève selon eux du privé et du public. Par exemple, l'entourage des souverains, la cour, avait comme dans toutes les cours, un certain nombre d'offices domestiques, par exemple celui de chambellan, de hajib, particulièrement puissant au Maroc, ou de sahib at-taba en Tunisie, le garde des sceaux, qui n'avaient pas de fonction très précise dans l'organigramme de l'État, mais qui avaient, du fait de leur influence, de leur proximité, de leur familiarité avec la famille royale, un poids dans la destinée du pays. Eh bien, ce type de fonction va être démonétisé par les Français qui vont transférer les pouvoirs vers des gouvernements avec des ministres aux attributions de plus en plus définies. Il y a donc, de manière générale, si on devait le résumer, et je le fais ainsi, je crois, dans la conclusion du livre, une sorte de fixation du temps des monarchies. Là où les monarchies pouvaient être décrites comme étant polycentriques, c'est-à-dire très éclatées, tout en gardant des principes d'unité à la fois entre différentes administrations, dans différents territoires, entre différentes factions du gouvernement, eh bien elles sont de plus en plus réunies sous la colonisation. Et là où des régions, par exemple au Maroc, connaissaient la présence de l'État de manière intermittente, au moment des tournées fiscales, des tournées militaires, et n'entendaient plus parler en quelque sorte du pouvoir du sultan pendant de longs mois, eh bien vont avoir de plus en plus un bureau du caïd, de le représentant de l'État, qui est fixé avec ses agents de manière pérenne. C'est en quelque sorte cela, c'est une sorte de rigidification de la séparation entre le public et le privé, même si ça ne signifie pas que les frontières troubles existent toujours, et aussi une sorte de temps du marzen, d'imposition en fait de l'État, d'étatisation de ces sociétés en fait, qui est de plus en plus forte du fait aussi de la colonisation. Alors pour le Maroc comme pour la Tunisie, l'année 1930 est un tournant. Oui, c'est d'ailleurs un tournant, alors qui n'est pas négligé par les historiens, je ne dirais pas jusqu'à dire cela, mais qui en tout cas a été un peu éclipsé par l'autre grand tournant dont je parlais tout à l'heure, qui est celui de 1945. Donc vous avez comme une sorte d'aggiornamento des puissances coloniales qui arrive trop tard. En fait, 1930, à bien des égards, me paraît plus central, puisque c'est fondamentalement une période de crise économique. Alors, aux effets de la crise mondiale, qui pèse beaucoup sur le Maroc et la Tunisie, le Maghreb en général, dont les économies ont été tournées uniquement vers l'exportation par la puissance colonisatrice, s'ajoutent de très mauvaises années de récolte. Vieux problème des économies maghrébines, qui aujourd'hui encore sont soumises aux aléas de la sécheresse, mais qui vont vraiment s'accentuer dans cette mauvaise décennie des années 30 et donc vont créer une forme de paupérisation générale des pays. Et à ce moment-là, il y a cette prise de conscience dont je vous parlais tout à l'heure, des élites marocaines et tunisiennes, d'un décalage en fait dans les préoccupations principales de l'État. Il y a la conscience aussi de la part des puissances coloniales de leurs besoins de plus en plus instants en fait pour tout simplement parer aux situations de la misère et aux conséquences de la crise économique, un besoin des États colonisés, un besoin des monarchies. Et dans le même temps,
ce qui traduit sans doute un malaise plus général dans la population, le développement du nationalisme, qui était déjà présent en Tunisie à partir de 1920 avec la fondation du parti du Destour, mais qui va s'accentuer dans les années 30 et puis qui culmine au Maroc avec l'affaire du Daïr berbère. Donc, pour le dire un peu rapidement, ce Daïr qui a été, donc cette loi, le Daïr c'est une loi qui a été prise par le sultan sous initiative des Français et qui consistait à soustraire certains pays berbères, certaines tribus berbères à la juridiction du juge musulman du Qadi. Et donc, il a enclenché une sorte de signal d'alarme dans la population marocaine et un vaste mouvement de contestation qui donnera lieu à la fondation ensuite des premiers partis anticoloniaux indépendantistes. Donc c'est en fait à partir des années 30 que tout se joue, et je pense, et il y a à la fois des causes politiques, mais en fait beaucoup des causes économiques et sociales. Est-ce que la vision du protectorat par l'État français, et notamment au Maroc et en Tunisie, elle évolue? Est-ce que dans les années 30, la France elle a une autre approche de sa colonisation au Maghreb? Eh bien, ça dépend beaucoup des gouvernements. C'est-à-dire que du point de vue de la France, disons, la grande séquence, c'est Lyautey. Et quand il quitte le pouvoir à la fin des années, au milieu des années 1920, eh bien, il y a en quelque sorte le passage, c'est ce qu'on lit souvent quand on cherche à s'intéresser à l'histoire du protectorat marocain. Eh bien, Lyautey aurait été le seul défenseur de la vraie formule de coopération, et après se déchaîne l'administration directe. On dit que c'est l'anarchie. Voilà, que c'est une forme finalement de dénaturation du protectorat à partir de 1924, du départ de Lyautey. En vérité, les choses sont un petit peu plus subtiles. Beaucoup d'administrateurs, de résidents généraux qui se succèdent à la tête, à la succession de Lyautey, vont essayer de faire comme lui, c'est-à-dire de renouer le lien avec le Marzen, donc le nom de l'État marocain, mais aussi avec la population marocaine. Mais selon diverses méthodes, plus ou moins musclées, il y a une parenthèse qui est celle du Front populaire, qui est importante en 1936, où il y a vraiment l'espoir de refonder une sorte de politique commune de réforme à partir de 1936, qui va en fait rapidement échouer et passer à des logiques de répression par la suite. Et puis, après 1945, je serais tenté de répondre à votre question par la négative. Il est assez frappant de voir que la France, du point de vue de Paris, je veux dire, a assez peu changé de sa vision sur le protectorat. Au contraire, elle reste tellement fascinée par l'image de Lyautey, qui avait organisé cette propre fascination de son vivant, en quelque sorte, que pour elle, pour la France, la solution est déjà en fait dans Lyautey, et qu'il suffit de revenir à cet esprit pourtant daté, qui date de plus de 30 ans, pour réinstaurer en quelque sorte, aussi bien au Maroc qu'en Tunisie d'ailleurs, une forme de concorde avec les sociétés locales. En vérité, cette forme de retour dans le passé ne convient pas au nouveau désir de ces sociétés, et la France n'arrive pas à faire évoluer le protectorat, et notamment à prendre le protectorat pour ce qu'il est, c'est-à-dire en fait normalement une promesse d'un pouvoir provisoire qui est censé disparaître une fois que la situation des deux États sont maintenues, car c'est ça aussi la justification du protectorat en fait, c'est que les deux États marocains et tunisiens étaient gravement en crise et qu'il faut le temps de les relever, la présence de la France. Et ce provisoire s'est mué en définitif au fur et à mesure des décennies. Eh bien, cette promesse-là, qui était en fait à l'esprit de la plupart des acteurs marocains et tunisiens, eh bien les Français ne l'ont pas suivi, sauf à la toute fin des années 50, mais quand il a été temps de parvenir à l'indépendance. Ce qui explique d'ailleurs les indépendances. On peut dire que c'est l'axe majeur explicatif des indépendances. Oui, alors il y a beaucoup de façons d'expliquer les indépendances. D'abord par la contestation générale, par le fait que aussi bien les sociétés locales que les monarchies se sont désolidarisées complètement du protectorat, n'ont plus voulu épouser sa cause. Il y a quelque chose de particulièrement important aussi, que je souligne dans le livre, c'est la différence des destins politiques de ces deux pays. Entre la monarchie marocaine, qui sort, sinon seule triomphante, au moins au centre de l'indépendance, via la figure du roi Mohamed V, qui n'est pas encore roi et qui ne s'appelle pas encore Mohamed V, mais qui est le sultan Mohamed Ben Youssef, jusqu'en 1956, qui va incarner, à partir du discours de Tanger en 1947, mais en fait dès avant, la cause de la résistance contre la France, tandis qu'en Tunisie, c'est plutôt le parti du Néo-Destour et la figure de Habib Bourguiba qui va incarner cette forme de contestation et de lutte de départ de la France. Et les mêmes causes, disons, produisent les mêmes effets, la contestation nationaliste, le discrédit de la France de manière générale, les combats armés de plus en plus violents. Il y a eu beaucoup de terrorisme aussi au Maroc et en Tunisie. Il n'y a pas eu la guerre d'Algérie, mais il y a eu tout de même beaucoup de morts, mènent à ces deux indépendances. Mais au sein même, ce qui m'intéresse en fait dans le livre, dans l'histoire politique interne de ces deux pays, je n'explique pas la différence uniquement par une conjoncture politique, même s'il est vrai que le génie
politique de Bourguiba a pris toute la place d'une monarchie bellicale assez coupée de son peuple et discréditée depuis peut-être plus longtemps, là où le trône marocain qui avait été mis en relief par Lyautey, qui avait su aussi s'entourer de bons conseillers et puis surtout d'un souverain particulièrement charismatique et politiquement intelligent comme Mohamed V, a joué évidemment cette différence, mais aussi des causes plus longues j'en parle dans le livre, notamment autour de la façon dont la monarchie marocaine a pu avoir des bases plus solides, notamment dans les fondations pieuses, extrêmement riches, et qui, du fait de leur fonctionnement, échappaient en grande partie aux Français et fournissaient aux souverains marocains toute une série d'alliés, à la fois de réseaux de personnes qui finançaient via ces habous, mais aussi de construction, d'évergétisme, en fait d'actions via la population, que ces fondations pieuses qui étaient en ruine sous la colonisation française, même si elles étaient maintenues, n'ont pas pu offrir aux Beth-Tunis les mêmes avantages. Donc il y a à la fois des causes conjecturelles politiques, mais aussi des causes plus longues qui expliquent à l'indépendance ces deux résultats politiques différents. C'est tout de même difficile ensuite de défendre l'idée que le protectorat français a endormi les monarchies du Maghreb. Oui, c'est en tout cas ce que j'espère montrer dans le livre, que disons que ces acteurs ont pu sembler assoupis dans la mesure où on ne les écoutait pas. Et là, il y a ici, évidemment, dans ce livre, comme dans les autres livres de mes collègues que j'ai cités récemment, un vrai point de vue, une affirmation historiographique qui me semble extrêmement importante de partager aujourd'hui. Et je le dis d'autant plus que, par ailleurs, en plus de mes activités, je viens de publier avec mon collègue Choukri Ahmed un livre blanc des études maghrébines en France, qui a été adressé au CNRS et au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui fait une sorte de bilan avec une enquête de 60 ans de maghrébologie en France, disons en quelque sorte. Et un des constats très forts qui nous a marqué dans ce livre blanc, qui était un petit peu connu, c'est le caractère francophone de la recherche française sur le Maghreb. Et que contrairement à toutes les autres régions du monde, aller demander à un spécialiste de la Chine s'il pourrait étudier la Chine sans parler le mandarin ou une des langues chinoises, ou ainsi que le Japon, eh bien on a considéré longtemps qu'on pouvait écrire l'histoire du Maghreb sans lire l'arabe. Et cette chose est doublement grave, d'abord parce qu'on oublie tous ces acteurs qui effectivement sont renvoyés à un sommeil, à un rôle de second plan, parce qu'on ne lit pas leurs sources, donc on ne connaît pas leur voix finalement. Ça, c'est une première chose. Et en plus, chose plus grave encore, et j'espère que le livre contribue à le montrer, on ne lit plus ce que les historiens marocains, tunisiens, algériens produisent sur leur pays. Depuis 20 ans, l'université maghrébine est arabisée, c'est-à-dire que la langue principale, ce n'est plus le français, mais c'est l'arabe et presque exclusivement l'arabe. Et donc, dans un champ scientifique, si on veut dialoguer avec les chercheurs du pays sur lequel on travaille, eh bien on est obligé de lire l'arabe aujourd'hui. Et donc, ces deux chemins sont, à mon avis, un moyen de faire surgir ce type de nouveaux acteurs, mais il y en a d'autres, à la fois à travers leurs sources, mais aussi à travers les historiens marocains et tunisiens, qui ne nous ont pas attendus, eux, pour justement mettre en avant les mémoires, les sources de ces acteurs dont je parlais des monarchies. Merci Antoine Perrier. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous avoir présenté votre livre qui est vraiment très riche et dont je rappelle le titre, donc Monarchie du Maghreb, l'État au Maroc et en Tunisie sous protectorat 1881-1956. Ce livre est issu de votre thèse et il vient de paraître aux éditions EHESS. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.